Le village de Blatten reste interdit au public. Seules les équipes du service des dangers naturels peuvent s'y rendre. Le géologue cantonal Raphaël Mayora et son collègue Guillaume Favrebull nous servent de guide. Pour la première fois, une caméra les accompagne sur place. La zone est dangereuse. S'il y avait un événement majeur, là, le risque qu'on aurait, c'est une vague du lac qui pourrait arriver jusqu'ici. Mais sinon, on est bien. On oublie un petit peu à quel point c'est grand, à quel point c'est énorme. On ne voit même pas le sommet de la montagne. Là, c'est 1800 mètres dénivelé depuis le petit Nestor, donc c'est une chute absolument incroyable. C'est vraiment rasé à ras, comme ça. Il ne reste rien. Une partie du village demeure sous les eaux, le reste est rayé de la carte. Le temps semble comme figé, arrêté au 28 mai, le jour où la montagne s'est effondrée. Les habitants ont dû tout abandonner derrière eux. De voir la hauteur du dépôt comparée à la vallée qu'il y avait avant, c'est assez fort. Personnellement, je cache mon émotion. C'est plutôt dur. Ouais, ça rappelle quand même des moments difficiles, des décisions extrêmes, après de voir que le village a été détruit. Ça, c'est la réalité. On peut se consoler d'avoir fait une bonne gestion, mais ça reste quand même très triste de voir le village comme ça. Si les habitants ont pu être évacués à temps, ce n'est pas le fruit du hasard. Depuis des années, les équipes du géologue cantonal se préparent à ce genre de catastrophe. À Sion se trouvent les bureaux du service valaisan des dangers naturels. Ici, on prévoit l'impensable, avec une mission, détecter les risques le plus tôt possible. Cela fait des années que Raphaël Mayora est aux commandes. C'est une très vieille carte du Valais, en fait, mais que j'ai hérité de je ne sais plus où. Et puis, je me suis mis à mettre les points où je suis allé sur le terrain pour des histoires de dangers naturels. Alors, vous voyez, là, on a le petit Nestor à Blatten. Les rouges, c'est des chutes de pierre, les noirs, c'est des éboulements, les bleus, c'est des événements hydrologiques. Le drame de Blatten, l'événement majeur de sa carrière. 200 personnes évacuées à temps, 200 vies sauvées, à l'exception d'un berger tué par les gravats. Reste une question, est-ce que la puissance de l'éboulement a été sous-estimée? Le commentaire sur le fait qu'on n'a pas prévu que ça aille aussi loin, c'est à la limite insultant. Parce que le travail qui a été fait de simulation là-haut, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, il a été remarquable. Alors après, d'aller dire on s'est trompé de 10% sur un mélange de glace, d'eau et de roche dont on ne connaît même pas le volume au départ, et dire qu'on s'est trompé de 10%, c'est n'importe quoi. À quelques jours de la retraite, Raphaël Mayora laisse derrière lui une équipe solide. Son successeur, Guillaume Favrebull, a rendez-vous avec la municipalité du Val-de-Bagne. À l'ordre du jour, dangers naturels et plan d'évacuation. On suit la loi, donc il y a certaines obligations légales que les communes doivent suivre. Mais nous, on n'est pas du tout là pour imposer. On est un partenaire de la commune et on est vraiment là pour les aider. En Valais, ce sont les autorités communales qui ordonnent les évacuations, pas les géologues. Il y a donc tout un travail de pédagogie à faire. Depuis la catastrophe de Blatten, les arguments des géologues résonnent avec encore plus de poids. Bah oui, la question elle est toujours la même. Est-ce qu'on veut toujours vivre en montagne ou pas? Puis je pense que oui, les gens ont envie de vivre en montagne. Blatten, c'est une piqûre de rappel. Oui, là, c'est plus qu'une piqûre de rappel. Non, Blatten, c'est une catastrophe. On ne peut pas comparer les deux choses. Ça touche beaucoup de gens, mais ça montre que la montagne, ben voilà, elle a tout le temps bougé. Je veux dire, c'est là, ça tombe sur un village. Mais sûrement qu'en fond de vallée, c'est pas la première fois que la montagne tombe. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose d'impressionnant. Pour la commune, ce sont des millions de francs investis dans des ouvrages de protection et des systèmes d'alarme. Dans le Lotschental, Bénédicte Yagui patrouille au-dessus de Blatten. Ce guide de montagne travaille à temps partiel comme observateur des dangers naturels. Je suis l'œil des géologues.
Mon travail est sur le terrain, dans la vallée. Je vois les choses directement, la nature droit dans les yeux, sans moyens techniques. Ici, j'observe l'activité sur les sommets, mais aussi en contrebas. Il est important de suivre la situation lors de pluies et de tempêtes, vérifier l'absence de lave torrentielle et contrôler la rivière. Mis en place depuis une dizaine d'années, les observateurs sont plus de 90 dans le canton du Valais. Bénédicte est le premier à avoir sonné l'alerte à Blatten. Le 14 mai, j'ai observé une chute de rochers sur le Petit Nestorn. Pour cette montagne, c'est assez courant. A priori, rien d'inhabituel, mais ce qui était spécial, c'était l'endroit d'où c'est parti et l'ampleur de l'éboulement. Avec la caméra, on a pu voir que le sommet s'affaissait peu à peu. C'était déjà très impressionnant. Une fois l'alarme déclenchée, tout un système de surveillance technique se met en place. C'est alors qu'un second personnage clé entre en jeu. Dans son atelier, Ludwig Haas bricole des outils de détection, des caméras de surveillance, des GPS de localisation adaptés aux conditions extrêmes du massif alpin. Pour bien s'imaginer, en montagne, c'est toujours la même chose, c'est qu'on a deux enjeux, c'est d'assurer l'électricité, l'alimentation en électricité. Puis après, le deuxième enjeu en montagne, c'est aussi qu'on ait une communication pour pouvoir transmettre les données. Là, dans ce cas-là, on transmet par un opérateur de téléphonie mobile. L'utilité d'un GPS, c'est vraiment pour évaluer s'il y a un mouvement horizontal ou vertical dans une zone. Ça peut être un sommet, ça peut être un glacier rocheux, ça peut être passablement de choses comme ça. À Blatten, Ludwig a installé plusieurs GPS et caméras. Un travail à haut risque. Moins d'1 heure avant l'effondrement, il a placé un système au bord du village. Un appareil pulvérisé, Ludwig a pu quitter la zone juste à temps. Le risque en lui-même fait partie de mon métier. Donc l'intention en elle-même, lorsqu'on intervient, c'est déjà de le diminuer au maximum. Mais c'est vrai que lorsqu'on intervient, c'est rarement, c'est même jamais dans des endroits qui sont sûrs. Hein. Donc il y a une possibilité d'activité sur le secteur. Hein. Et puis là, je veux dire, c'est un concours de circonstances qui fait que ça s'est produit comme ça. Et puis c'est pas quelque chose qui reste, ça me travaille pas, ce genre de choses. Sinon, je ferais pas ce métier. De son côté, le géologue Guillaume Favre-Bull a dû s'appuyer sur des prévisions complexes, parfois contradictoires. Des semaines après l'éboulement, les données GPS permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé. Quand on voit ce type de courbe en instabilité géologique, c'est très mauvais signe. Donc quand on est arrivé dans ces zones-là, où on a déjà des vitesses qui sont quasiment de 10 mètres par jour, ce qui est absolument hallucinant pour une montagne entière, on parle de plusieurs millions de mètres cubes de matériaux qui ont accéléré. À partir de ce moment-là, on avait déjà évacué le village et on savait que quelque chose de très gros allait se passer. Et c'est une fois que tous ces matériaux sont tombés sur le glacier au-dessus de Blatten, à ce moment-là, il y a eu cette énorme surcharge du glacier qui l'a en fait poussé et qui a provoqué cette rupture soudaine. Notre métier, finalement, c'est de ne pas devoir compter sur la chance, pas trop compter sur la chance. Et je crois que si chacun fait son travail de cette manière-là, la prise de risque, on n'y pense pas. On analyse les phénomènes naturels. Blatten, c'est quelque chose d'unique. Ce scénario était toujours proposé par les experts. On était là, OK, on le garde et on a pris les mesures et nos décisions, toujours avec en tête ce scénario-là. Mais c'était clairement le scénario du pire parmi toute l'autre panoplie de scénarios qu'on avait à ce moment-là. Les équipes du service des dangers naturels retournent régulièrement inspecter la zone. Sur la droite du Lötschental, le Petit Nestorn, la montagne qui menace toujours la vallée. Des rochers continuent de tomber. Tu montes cette arête maintenant en tenant légèrement à droite de l'arête. Là, le mur de glace, il n'a pas bougé, donc avant, le glacier était à cette hauteur. Ouais. Et donc toute cette partie-là, elle est toute fraîche avec plein de blocs très instables. Vous voyez, il y a encore plein de fissures.
ici derrière, tout ça, ça va encore tomber gentiment, ça va peut-être prendre quelques années. Après, en haut, on arrive dans les granites, là. Voilà. Tout au sommet, il y a des secteurs qui bougent jusqu'à 1 décimètre par jour. Et puis en haut, vous voyez à l'horizon, là, les GPS qui ont été installés. Tout à fait le même type que celui qu'on a installé qui nous a montré les grandes vitesses de déplacement. Ce que tu vois devant toi, c'est des alternances d'un appel d'amphibolite et de gneiss, configuration plutôt défavorable en termes de stabilité. Dans cette zone se trouvait un immense glacier. Sous le poids des gravats, le glacier du Birch a cédé d'un coup, puis a glissé comme sur un toboggan en direction du village de Blatten. Et droit devant nous, on a une webcam. Et c'était extrêmement fluide, donc on a fait les calculs, hein, c'est 300 km/h. Waouh. Ah ouais, comme une avalanche, plus vite qu'une avalanche, c'était... Comme une avalanche. C'était, ouais, même chose. On peut pas dire une avalanche. Ouais. Ça fait un choc. Hein. Impressionnant, hein. Ça fait un choc. Wow. À Blatten, il ne reste plus que cette rue. Les gravats ont formé un barrage, un lac submerge les rares maisons encore intactes. Des millions de mètres cubes de glace et de roches recouvrent le centre du village. Il ne reste rien de l'église, des hôtels et des bâtiments historiques. Il y a un petit lac derrière, d'ailleurs, dans la petite gorge ici derrière. La maison là, c'est, de ce que j'ai vu, l'une des plus impressionnantes. La coulée est descendue, est montée là-haut, dans la forêt, puis elle est revenue ici. Et c'est en redescendant de ce côté-là qu'elle a vraiment été transportée en une masse comme ça, sans se briser complètement. Il y a 20 ans, faute de moyens de détection et d'alerte, les habitants n'auraient probablement pas été évacués. La catastrophe aurait pu être bien pire. La seule chose qui est, pour moi, personnellement, un échec, entre guillemets, c'est le fait de ne pas avoir laissé suffisamment de temps aux gens pour se préparer, pour évacuer. Mais nous, on regarde les éléments et c'est la dernière chose qu'on fait, c'est l'évacuation. Donc on pousse jusqu'au dernier bout, puis qu'on dit, voilà, il n'y a pas d'autre choix, il faut évacuer. On est dans un état de stress, on dit, il faut le faire tout de suite. C'est la seule chose, si je devais le refaire, que je regrette. Dans la vallée, les habitants espèrent un jour pouvoir revenir et reconstruire leur village. Les géologues ont encore bien du travail d'ici là. Et avec nous en plateau, François Ruchti, journaliste pour le magazine Mise au Point sur la RTS. Merci François Ruchti d'être avec nous. Avec nous également Jérôme Chaplat. Vous êtes glaciologue, climatologue et professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL. Vous êtes aussi directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous, François Ruchti. Vous vous êtes rendu sur place quelques mois après la catastrophe. Aujourd'hui, 7 mois après, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation à Blatten ? Alors la situation est toujours délicate, les habitants n'ont toujours pas pu revenir parce qu'il faut savoir que le petit Nestorn, c'est donc la montagne qui surplombe Blatten, elle tombe toujours, il y a toujours un danger résiduel. Il y a un autre facteur qui arrive avec l'hiver, c'est les avalanches, ça paraît un peu paradoxal, mais en fait la montagne qui est tombée en portant le glacier du Birch, ça crée un sillon comme un toboggan et ça pose des problèmes d'avalanche, donc ça c'est le deuxième problème. Après il n'y aura pas de nouvel effondrement comme on l'a vu en mai, c'est-à-dire que c'était un phénomène en 2 temps, non seulement le petit Nestorn, donc cette montagne s'est effondrée sur un glacier et ensuite le poids sur le glacier a fait que ça glissait jusqu'au village. Le glacier, il n'existe plus, le glacier du Birch, parce qu'il a été totalement emporté. Jérôme Chaplat, dans ce reportage, on perçoit bien l'émotion, la colère froide de Raphaël Mayora, le chef du service valaisan des dangers naturels. Ses équipes et lui ont été critiqués, on le reproche de s'être trompé dans les prévisions et de ne pas avoir donné l'alerte suffisamment tôt. Était-ce justifié ? Je pense que c'est un procès un peu exagéré qui est fait à Raphaël et à ses équipes. On est dans la gestion de risque. Et la gestion de risque, ça veut dire à un moment, il faut trancher. Trancher dans une mesure où potentiellement on va évacuer à tort ou au contraire, on va évacuer trop tard. Je pense que son équipe a pris les bonnes décisions au bon moment en ayant mis en place les observations nécessaires qui montraient qu'il y avait une véritable accélération
de la déformation de la montagne et que ce risque devenait vraiment majeur. Donc je pense au contraire qu'on devrait considérer ça comme un succès. Oui, on a vu dans le passé des exemples d'évacuation, par exemple, qui n'auraient pas dû être décrétés. Tout à fait. Je vais prendre un exemple français. On a vécu en Guadeloupe en 1976 un événement majeur qui a été l'évacuation d'une bonne partie de l'île parce qu'on pensait qu'il y avait une éruption volcanique en cours de préparation, je dirais. Et la réalité, c'est qu'au final, il n'y a pas eu cette éruption volcanique. Et en fait, ça s'est chiffré en des milliards de francs de pertes à l'époque. Oui, on se rend compte que donc décréter l'évacuation d'un village de 300 habitants, ça n'est pas chose facile. François Ruchti, quelques jours après la catastrophe, les autorités avaient manifesté l'intention de reconstruire le village en amont ou en aval. Où en est ce projet ? Alors, le projet, il est toujours en cours. Il y a même des financements qui sont sur la table. Il y a l'objectif 2030 de revoir un Blaton, mais ce ne serait pas un Blaton au même endroit. Il y a une carte des dangers qui est sortie il y a quelques mois en arrière pour déterminer où une reconstruction serait possible. C'est sur des hameaux qui sont autour de Blaton, le hameau de Weissenried et de Eysten, qui sont deux endroits où ce serait possible de reconstruire. Il y a une route d'accès qui est actuellement en construction. Enfin bref, on voit que le processus est en marche et le géologue cantonal expliquait encore que ce n'était pas juste un effet d'annonce. Il y a une vraie volonté, une capacité, une possibilité de reconstruire. Mais il y a un gros débat quand même. Oui, les politiques ne sont pas d'accord sur le fait de reconstruire ou pas. Alors, le débat politique au Valais, il n'existe pas vraiment. Tout le monde est pour la reconstruction. Il y a très peu de voix discordantes. La vraie question, c'est que financièrement, est-ce que ça vaut la peine de mettre autant de moyens pour sécuriser la route d'accès, pour reconstruire ici ? Est-ce qu'il ne faudrait pas reconstruire ailleurs ? C'est un débat qui est aussi philosophique plus que finalement financier. La Suisse a les moyens, il y a des moyens à débloquer, mais est-ce que vraiment on doit reconstruire là-bas ? C'est une question ouverte. Reconstruire ou pas ? Telle est la question, Jérôme Chapelain. Qu'en pensez-vous ? J'aimerais avoir la réponse ferme et définitive, mais je pense que ce sont des enjeux d'éthique. Ce sont des enjeux qui doivent engager les acteurs locaux, les habitants en local. On sait que la montagne est dangereuse. De tout temps, la montagne a été dangereuse. Je dirais la destinée d'une montagne, c'est de se transformer en vallée aux échelles de temps géologiques. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a des risques qui ont tendance à s'accroître, notamment parce qu'on a de la fonte des sols gelés, on a des glaciers qui sont en recul, qui laissent des lacs en formation devant le glacier. Donc tout ça doit être intégré pour ensuite mettre en place une politique publique qui soit le mieux acceptée par l'ensemble des acteurs. Il y a des risques d'écroulement encore de la montagne, même dans les lieux où Blatten pourrait être reconstruit ? Globalement, je pense que Raphaël Mayora a bien souligné un des points importants qui est la géologie. C'est-à-dire, en fait, de quoi est faite la montagne ? La montagne, ce n'est pas quelque chose d'homogène. Et dans le cas de Blatten, on a affaire à ce mélange un peu particulier, comme le disait Raphaël, de gneiss et d'amphibolite. Et en fait, ce sont des roches qui ont des comportements très, très différents dans la déformation. Et en plus, on peut avoir de l'eau qui s'infiltre entre ces roches, qui ensuite va geler en hiver, et qui va faire que, petit à petit, le millefeuille s'effrite. Et si ce millefeuille est dans le sens de la pente, évidemment, ça va se déclencher. Donc, on ne peut pas généraliser à l'ensemble des Alpes suisses, mais on peut effectivement identifier des zones où, géologiquement parlant, avec en plus le réchauffement qui fait que cette espèce de ciment qu'il y a dans la roche par les sols gelés disparaît, on a effectivement un risque accru. François Ruchti, après cet effondrement, il y a eu beaucoup de questionnements autour des causes qui l'ont provoqué. Que disent les géologues valaisans ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions qui étaient adressées aux géologues par rapport à est-ce que le réchauffement climatique a un impact ? Et ces questions, elles sont arrivées quasiment dans les heures qui ont suivi l'effondrement à Blaton. Et pour les géologues cantonaux, mais pour les spécialistes qu'on a pu rencontrer, il y a à chaque fois une question de prudence. D'abord, il y a un élément, c'est que les montagnes, elles se sont toujours effondrées. Il y a toujours des effondrements. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une catastrophe de cette ampleur. La Suisse a connu Derborance en 1700, en 1800. Il y a Helm, c'est aussi une montagne qui s'effondre avec des centaines d'habitants qui sont tués. Donc, historiquement, il y a eu des effondrements de montagnes. Là, on est dans quelque chose de plus spécifique où il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je pense que mon collègue pourra mieux s'exprimer là-dessus. Mais il y a la question du glacier du Birch, sur lequel est tombé les cailloux, les rochers, et qui tout d'un coup s'est effondré d'un coup. La montagne a littéralement emporté la glace. Ça, c'est un phénomène particulier. Ouais. Le deuxième phénomène, c'est la question du permafrost. Est-ce que ça a eu un impact ou pas ? Justement, alors érosion ou changement climatique J'aurais tendance à dire les deux bons capitaines, c'est effectivement une espèce de conjonction de processus qui fait qu'effectivement on aboutit à ce genre de conditions. Je le disais, la géologie, effectivement, ça a été souligné, le fait qu'on ait ce glacier, qui est un glacier, comme on dit, tempéré dans notre jargon. C'est-à-dire qu'il est à 0 degré, il n'est pas collé à son socle rocheux. Donc en fait, il peut partir relativement facilement. Et là, dans cette configuration-là, on lui met une charge qui n'était pas là.
Et donc, on fait tout pour qu'effectivement, comme une luge. Ça part tout à fait. Et effectivement, le fait que le réchauffement climatique tend à faire qu'on a des nouveaux phénomènes qui se produisent, la disparition de ce ciment dans la roche, avec qu'on appelle le permafrost, la formation de lacs devant les glaciers, la formation de lacs sur les glaciers et même des poches d'eau à l'intérieur des glaciers. Pensez à Marmolada, l'événement de Marmolada en Italie, où on a eu 11 morts, 11 alpinistes emportés par l'écoulement du glacier, parce qu'une poche d'eau qui s'était formée à l'intérieur a rompu. François Ruchti, dans les Alpes suisses, d'autres villages sont menacés. On a notamment en tête le cas de Brianz, par exemple. Oui, en fait, c'est en parallèle quasiment de Blatten. En 2023, le village avait été évacué. Un village de montagne avec 90 habitants, 90 habitants, évacué une première fois. Ensuite, les habitants ont pu revenir avec la menace d'une montagne en dessus d'eux. Ils sont revenus, nouvelle évacuation. Et là, se pose la question, est-ce qu'il ne va pas avoir une évacuation définitive? On a proposé à un certain nombre d'habitants, la moitié des habitants ont accepté d'être relogés de manière définitive ailleurs, c'est-à-dire d'abandonner d'une certaine manière le village avec des dédommagements financiers. Mais reste la question de comment faire, évacuer, mais revenir ou pas. C'est des questions financières, des questions émotionnelles. Pour les habitants, évidemment, c'est très fort d'abandonner un village. Jérôme Chaplat, vous êtes allé récemment au Bhoutan. Il y a d'autres zones dans le monde. Il n'y a pas que la Suisse où la montagne menace ou s'effondre. Notamment l'Himalaya de nombreux villages en Himalaya pourraient subir le même sort. Tout à fait. On estime au niveau mondial qu'il y aurait plusieurs dizaines de millions d'habitants de cette planète qui sont exposés à des risques, notamment d'origine glaciaire. Donc c'est dans les cordillères des Andes, c'est l'Hindu-Kush-Himalaya, donc autour du plateau tibétain. Si on prend le cas du Bhoutan, en fait, c'est le principal risque auquel sont exposées ces populations aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple du lac de Tortormi, qui est situé donc dans une des vallées très encaissées du Bhoutan. Il y a une ville de 15 000 habitants en bas de ce glacier, et le recul du glacier en seulement quelques années a laissé un lac gigantesque qui se développe encore aujourd'hui et qui est retenu par un petit cordon morainique, en fait des dépôts meubles qui sont constitués aussi de sol gelé et de roches dont on ne connaît pas réellement la solidité. Et donc tout l'enjeu pour ces populations-là, c'est de mettre en place des systèmes d'alerte qui vont faire en sorte qu'on saura suffisamment à temps qu'il est en train de se passer quelque chose et qu'on évacue. C'est possible, ça coûte cher? Tout à fait. On était à cet atelier de travail avec Raphaël Mayora, justement, au Bhoutan. Et l'objectif, là, c'est au printemps prochain, avec l'expertise de Raphaël, de mettre en place les systèmes d'alerte qui iront bien sur ce lac particulier. On imagine qu'il s'agirait, bien sûr, de travaux absolument titanesques. Mais est-ce qu'il est possible de renforcer la montagne, je veux dire d'empêcher ces effondrements glaciaires ou rocheux? Est-ce qu'il est possible de sécuriser la montagne? Ça dépend à quelle échelle de temps on se place. Si on se place sur des échelles de temps de plusieurs décennies, on a une solution, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de ralentir le réchauffement en cours. C'est en fait ce qui permet de stabiliser la cryosphère, comme on le dit, c'est-à-dire l'ensemble des formes de glace sur Terre. À plus court terme, non, on n'a pas de solution miracle. Et donc la seule façon finalement de gérer ce type de risque, c'est de l'identifier. Quelles sont les zones spécifiquement exposées? Ça passe par des travaux notamment avec des données satellites. J'ai mes collègues de l'ETH Zurich, Mylène Jacquemart et Daniel Farinotti, qui travaillent vraiment là-dessus. Et puis ensuite, mettre en place des systèmes d'alerte qui font qu'on minimise la taille de la population exposée potentiellement au risque. Une population qui a perdu tous ses biens, tous ses souvenirs d'enfance. On imagine aux albums de famille, puisque la population n'a jamais pu vraiment retourner à Blatten récupérer... Ils ont dû partir en moins de 30 minutes, la plupart. Ouais. Certains n'ont même pas pu revenir chercher des affaires. Et ils ont quand même, ceux qui avaient encore les maisons, parce qu'il y a 90% du village de Blatten qui est détruit, mais il reste une petite proportion avec des bâtiments debout. Là, ils ont pu revenir avec la supervision des services de secours pour récupérer quelques affaires, c'est tout. Vous nous l'avez dit, on l'a compris, l'instabilité due à la fonte du permafrost est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, toutes les activités liées à la montagne sont encore plus dangereuses qu'avant? Est-ce qu'il faut être encore plus précautionneux lorsqu'on part en montagne? C'est vrai qu'on discute avec des guides de montagne, qu'on va en montagne soi-même, on voit que la montagne, il y a plus de chutes de pierres. C'est un phénomène qui existe depuis de nombreuses années. Discutez avec n'importe quel guide de montagne, direction Chamonix, en Suisse, dans le Valais, vous aurez la même réponse. Les itinéraires traditionnels doivent être changés. Il y a des périodes de l'année où on peut plus difficilement faire un sommet. Même le mythique Cervin, c'est l'arête Hornli, qui est vraiment, je veux dire, pour les Suisses, un endroit incroyable pour l'alpinisme. Même cette arête-là, elle est délicate. Il y a des chutes de pierres. En 2023-2024, il y a eu plusieurs accidents mortels.
On a même parlé à un moment donné de peut-être interdire l'accès. Voilà, on n'a pas été juste à ces extrémités-là, mais c'est une question qui est vraiment présente dans l'alpinisme moderne. Merci François Ruchti. Merci Jérôme Chaplat d'être venu sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo. Merci à vous. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Objectif Monde l'Hebdo. Vous pourrez retrouver cette émission sur TV5 Monde Plus et sur le site internet de la RTS. À très vite pour un nouveau numéro.